Radio Vallée. Radio Vallée. Première radio locale dans les vallées de la Roya, Bévéra et Vésubie. Allez, bienvenue à vous tous et à vous toutes. Vous êtes bien sur Radio Vallée, Côte d'Azur, sur vos 3 fréquences, comme d'habitude, le 97.5, 101.2 et 100.9 FM. Et en tout cas, merci beaucoup de votre fidélité chaque jour. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Et bien, vraiment, merci à vous. Et bien entendu, comme on le dit, chaque semaine, c'est l'invité de la semaine. On reçoit des présidents d'associations, on reçoit des élus, on reçoit des maires. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Monsieur André Hyper, qui est le maire de Breil-sur-Roya. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour. Bon, vous allez bien ? Ça va, tout va bien ? Bon, il fait pas très beau aujourd'hui, mais écoute, le soleil est dans nos cœurs. Il fera soleil plus tard. Exactement. Alors, monsieur le maire, comme tous les invités, chaque invité de la semaine, qu'on retrouve tous les jours à 9h, midi, 15h et 18h, et bien entendu aussi sur YouTube, vous êtes de plus en plus nombreux aussi à venir nous rejoindre. Bien entendu, on est ensemble pendant une petite vingtaine de minutes, voilà. On va vous poser quelques petites questions, des questions aussi d'auditeurs, voilà, et on va le faire avec des ondes positives. Comme je dis chaque semaine, on est là justement pour faire avancer les choses, et surtout, comme je le dis, je sais bien que dans la vie d'un politicien, on va en parler, on va y venir sur les élections l'année prochaine, mais le but d'aujourd'hui surtout, c'est d'envoyer des ondes positives et d'expliquer justement tout simplement à nos habitants, à la population de la vallée de la Roya et surtout des Breillois et des Breilloises, tout ce qui se passe dans la vie, voilà, tout simplement. Alors j'ai une première question, monsieur le maire. Et justement, pouvez-vous un petit peu nous expliquer les 5 dernières années de votre mandat, comment ça s'est passé, tout simplement de nous expliquer, parce que c'est votre premier mandat en tant que maire de Breil-sur-Roya, et tout simplement, pouvez-vous nous expliquer, l'antenne est à vous, le mandat pendant 5 ans, comment ça s'est passé ? Bien, d'abord une petite remarque. Bien sûr, je vous en prie. Je ne me considère pas comme un politicien. D'accord. Je me considère comme un élu, maire, et un homme politique local, Oui. Parce qu'il y a des termes qui ont, des contenus qui sont négatifs, et vous parlez d'ondes positives, alors voilà, soyons positifs. Voilà, exactement. Faisons du positif, je suis un homme politique local, avec une grande responsabilité, parce qu'être maire d'une commune, c'est très lourd, c'est très compliqué, et il faut suffisamment d'énergie pour mener à bien le mandat qui nous a été confié. Et effectivement, ce mandat, il date de 2014. Alors, quel bilan je peux tirer dans ces grandes lignes, on va rester dans les généralités, on ne va pas rentrer dans le détail, mais on pourra toujours, sur certains points, rentrer dans le détail. Tout à fait. Mais quand nous sommes arrivés, nous avions d'abord, dans un premier temps, ayant quand même une connaissance préalable de la situation de la commune, nous avons privilégié un assainissement financier, budgétaire. Il y en avait besoin, parce que quand nous sommes arrivés, il y avait 1 300 000 euros de dettes de fonctionnement. D'accord, que nous avons dû résorber. C'est ce que nous avons fait en plusieurs années. Ça nous a pris 3-4 ans. Et à partir de 2018, là, nous avons commencé notre politique d'investissement, qui se traduit par des travaux qui ont lieu, par exemple, aujourd'hui, au niveau de l'école maternelle, ou au niveau de la Miséricorde, ou au niveau de Notre-Dame-du-Mont, au niveau de la voirie, dans de très nombreux secteurs où nous intervenons, pour qu'au terme du mandat, nous puissions remplir le mieux possible le mandat que nous étions donné, à savoir redresser notre commune, et je pense, c'est l'analyse que je fais en tous les cas, nous sommes en voie de redressement. Mais ça va nécessiter encore quelques temps, je dirais quelques années. C'est ce qui explique justement que j'ai annoncé que je me représentais en 2020, parce qu'on se rend compte qu'un mandat, c'est un petit peu court, et que pour vraiment atteindre ces objectifs, je pense qu'il faut 2 mandats, c'est-à-dire qu'il faut 2 fois 6 ans, c'est-à-dire 12 ans. 12 ans pour accomplir tous les projets. Oui, pour accomplir tous les projets, effectivement, puis peut-être les nouveaux projets qui vont forcément se mettre en place. Et ils sont nombreux. Mais ça, c'est peut-être dans une échéance prochaine. Moi, pour l'instant, je ne suis pas dans la perspective de ma réélection, si tant est qu'elle ait lieu. Ça, c'est les Breillois
les Pienasques et les Librasques qui en décideront. Bien sûr. Moi, je suis toujours dans le prolongement de mon action municipale, avec mes élus, avec le conseil municipal, et même avec des élus d'opposition qui participent eux aussi à la vie communale et qui, je remarque, dans la plupart de nos conseils municipaux, votent à 90% nos propositions, si ce n'est pas 95%. D'accord, très bien. Alors justement, pour parler de votre mandat depuis les 5 ans, est-ce que vous pouvez me parler des moments forts que vous avez vécus pendant les 5 ans, les projets que vous avez pu réaliser aux Braillois et aux Brailloises ? Alors les moments forts, ils ne me viennent pas à l'esprit de manière automatique, mais bon, les moments forts, c'est d'abord l'installation d'une équipe qui s'est mise en place, qui a mis 1 an à décrypter la situation parce qu'il faut du temps pour bien nous caler, pour bien cerner les problématiques qui se posaient à la municipalité. Ensuite, je répète, nous avons eu surtout un travail d'assainissement financier qui a été long, fastidieux, parce que c'est jamais ce qui est le plus encourageant, vous vous en doutez. Parce que justement, pour rentrer un petit peu dans les chiffres, pour bien faire comprendre à nos auditeurs, quand vous avez donc repris la mairie, après la municipalité donc, de Joseph Guilardi, qui était l'ancien maire de Breil-sur-Roya, vous avez retrouvé les comptes comment ? Justement, pour bien comprendre, parlez-moi de chiffres si c'est possible. Je vais vous donner quelques chiffres. Voilà, juste pour bien... Je ne vais pas rentrer dans une bataille de chiffres. Non. D'autant que nos chiffres, ils sont purement vérifiables. D'ailleurs, lorsque nous sommes arrivés, nous avons relancé une gazette municipale qui avait été abandonnée dans les années 2011 et nous avons donné la première année au premier numéro, qui est le numéro de l'été. On fait 2 numéros par an. On avait annoncé nos chiffres. Et en gros, il y avait, je vous cite, au niveau du budget principal, il y avait 3 400 000 euros de dette. D'accord. Il y avait à peu près 350 000 euros d'annuité de dette. Il y avait 1,3 million de dettes de fonctionnement. Il y avait aussi 58 agents. Aujourd'hui, où nous en sommes ? Aujourd'hui, nous en sommes au niveau de notre dette à 2,9 millions, c'est-à-dire 500 000 euros de moins. Nous avons 47 agents. Donc, nous avons fait des efforts. Au niveau de la gestion communale, nous avons aussi demandé aux Braillois leur participation, puisque nous avons augmenté en 2015 de 3 points les impôts locaux. Je trouve que ça a été relativement bien accepté parce qu'on avait expliqué quelle était la situation et quelles étaient les possibilités qui s'offraient à nous pour qu'on puisse se relancer. Il n'y a rien de pire qu'un village qui végète, un village qui s'installe dans la crise. Nous l'avons combattu avec les armes que nous avions à notre disposition, malgré, il faut le dire, le fait que l'État, en tous les cas, les dotations d'État, elles diminuaient. À une époque, les maires, ils pouvaient, avec la dotation d'État, payer, on va dire, la masse salariale qui était autour de 1,7 million, 1,8 million. Aujourd'hui, elle a diminué, puisque nous avons diminué les personnels. Mais là, maintenant, l'État, il nous donne le tiers de ce qu'il donnait à une certaine époque. Donc, les mairies, elles n'ont pas trop le choix. Il faut qu'elles fassent des économies. Et une des possibilités, c'est sur, je dirais, l'enveloppe budgétaire au niveau des salaires, sans pour autant diminuer la qualité des services qui doivent être rendus à la commune. Parce qu'il ne faut pas rappeler que dans la commune de Breil, nous avons une crèche, nous avons un centre aéré, nous avons une piscine que nous faisons fonctionner maintenant 4 à 5 mois par an. Nous avons donc des charges qui sont fixes, conséquentes, et qu'il faut gérer, je dirais, de la manière la plus efficace. Et c'est ce que je pense que nous avons fait. C'est pas encore, tout n'est pas réglé, bien sûr, qui aurait la prétention de régler en 5 ans une situation telle que nous avons héritée. Mais bon, nous sommes en voie de redressement, il y a des signes, et bon, c'est pour cela aussi que, je le disais tout à l'heure, je me répète un peu, on veut prolonger cette expérience avec une équipe qui sera forcément renouvelée parce que les temps forts, j'ai aussi des défections. J'ai eu 2 défections. Une pour des raisons politiques, on change de camp, ça après tout, pourquoi pas. Et puis une autre pour des raisons peut-être aussi politiques. C'était pas très bien clair, mais ça c'est la vie. Ça nous empêchait d'avancer et de remplacer les gens qui partaient par de nouveaux élus, ce que nous avons fait. Et là, nous avons une équipe que je trouve stable, cohérente et travailleuse. D'accord, très bien.
Alors, une question, bien entendu, que nos auditeurs se posent beaucoup. Donc, on va essayer. J'ai essayé aussi de faire un mix de plusieurs questions qui étaient indispensables. Et aujourd'hui, c'est vrai que voilà, dans la tête des gens, c'est pas encore clair. On en est où avec cette maison Guidi ? On en est où, justement ? Alors, la maison Guidi... Pouvez-vous nous expliquer vraiment aujourd'hui la situation, où on en est aujourd'hui ? Bon, la maison Guidi, c'est le lieu emblématique de la problématique de la place Brancion. Oui. Parce qu'il n'y a pas que la maison Guidi. Non, bien sûr. Il y a tout le périmètre de la maison Guidi, plus la place elle-même. Exactement. Sauf l'église. Parce qu'à l'époque, quand ils ont construit l'église, eux, ils l'ont construit sur du rocher. Tout le reste est construit sur des déblais. Et ce sont des habitations, en gros, sans fondation. Or, dessous le déblai, il y a du gypse. Or, le gypse, tant qu'il est seul comme ça, c'est une roche très dure. Mais quand il est à l'eau, il se dissout. Donc, il y a des poches qui se sont créées, des affaissements en profondeur qui, bien sûr, ont eu une répercussion sur les habitations qui se trouvent à la périphérie de la maison Guidi. Alors, où est-ce qu'on en est ? Or, ça date de 2008. C'est pour ça que je vous en parle, parce que c'est vraiment... vieille affaire. C'est une vieille affaire. Eh bien, nous sommes en train de sortir de cette vieille affaire, grâce, entre autres, à notre volonté, parce qu'on n'a jamais abandonné cette problématique-là, et grâce aussi au fait que la CARF est devenue notre assistant maîtrise d'ouvrage. Et je l'ai annoncé déjà, ça a été annoncé, quasiment publiquement, en tous les cas sur ma page Facebook, que j'invite les gens à regarder, parce que je fais passer énormément d'informations que n'importe qui peut recopier ou reproduire. Donc là, nous lançons dans la phase préparatoire des travaux. C'est-à-dire que si jusqu'à présent, nous sommes intéressés à ce qui s'est passé en sous-sol, et nous le savons, je l'ai décrit précédemment, maintenant, on va donc, à partir de cet automne, commencer à étudier immeuble par immeuble ce qu'il convient de faire pour que cet immeuble soit sécurisé, soit qu'il disparaisse, c'est-à-dire qu'il soit, on va dire, démoli. Mais il y a une décision qui va être prise prochainement, c'est ça qui... Non, les décisions, c'est des décisions très lourdes, ça, parce que l'enveloppe qu'on envisage, nous, financière, elle est plus de 10 millions d'euros. Et là, je crois qu'il ne faut pas qu'on se loupe. L'État va nous aider. Quand je dis l'État, c'est les fonds Barnier. En réalité, c'est pas les fonds de l'État, c'est des fonds privés que tout chacun paye lorsqu'il paye ses assurances maison, par exemple. Donc là, il faut qu'on soit sûr de ce que l'on fait. Donc, on va faire un diagnostic maison par maison pour savoir ce qu'il faut faire. Là, on la consolide. Là, on ne la consolide pas. Et une fois que le diagnostic est fait, il va prendre 1 an. À ce moment-là, on décidera ce que l'on fera maison par maison, de même que pour la place, il ne faut pas l'oublier. Et à ce moment-là, il faudra faire le tour d'étape, trouver les financements, qui seront forcément des financements de cette nature-là, et qui nous permettra très certainement de dire là, maison Guidi, peut-être que moi, ma position personnelle, de ce que je sais, parce que je pense que cette maison Guidi, elle n'a plus de raison d'être. Mais bon... c'est pas que le maire qui décide. J'ai les monuments historiques, j'ai l'État, j'ai la CARF, j'ai les financeurs. Donc, faudra qu'on trouve on prenne une décision collective qui sera, à mon avis, des décisions de bon sens, parce que là, c'est du bon sens qui va prévaloir pour que on lance une perspective et que dans 3, 4, 5 ans, on règle la problématique de la place Guidi. Très bien. Bah, écoutez, merci. De la place Guidi, vous voyez, je fais un lapsus, de la place Brancion. La place Brancion, exactement, c'est un ensemble. Très bien. J'aimerais aussi qu'on aborde, il y a une inquiétude de la part de la population. C'est vrai qu'aujourd'hui, comme vous le savez très bien, récemment, la boucherie a fermé. Les commerces ferment, les uns après les autres. Alors, c'est pas que le cas de Breil, attention, c'est le cas de la vallée de la Roya, je parle en général. Les habitants sont inquiets, sont très inquiets, vraiment. Cette question, elle est revenue assez souvent, en disant, voilà, moi je vis ici à Breil, je vis dans la vallée de la Roya, j'aime cette vallée, je rentre dans ce village, il est en train de mourir. Voilà ce que les gens ont vraiment comme sensation aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez me répondre face à ça, par rapport à ces petits commerces qui ferment aujourd'hui ? Voilà, aujourd'hui, vous en pensez quoi de tout ça, monsieur le maire ? D'abord, c'est une problématique nationale. Ça affecte toutes les communes, et même des communes beaucoup plus importantes que Breil, où effectivement les centres-bourgs ont tendance à perdre leur commerce. Bon, effectivement, là non, on perd des commerces, on en a perdu. Je vous rappelle quand même qu'à une époque, à Breil, il y avait 3 bouchers, 3 boulangers, quoi. Ah oui, non, mais tout à fait. Et que j'ai connu. Je suis suffisamment âgé, vous voyez, on se dévoile un tout petit peu, pour avoir en tête cette situation-là. Alors bien sûr,
il y a des commerces qui ferment, il y a des commerces qui se déplacent aussi. Parce que le centre commercial de Breil, il est en train de se décaler. Il était en centre-bourg, il vient sur le plateau de la gare. Pourquoi ? Bien parce qu'à une époque, avant la mienne, une décision a été prise d'installer un centre commercial sur le plateau de la gare, dans la zone d'activité départementale, et 2 autres commerces ont suivi. Alors effectivement, il y a eu un transfert. C'est pas complètement une perte. Et puis, un fait qu'il y ait un centre commercial de petite taille, c'est pas nécessairement non plus négatif. Il ne faut pas en voir que les aspects négatifs, il y a des aspects positifs. Après, effectivement, vous me parlez du boucher, il a fermé parce qu'il n'a pas trouvé de repreneur. Parce que je pense qu'une boucherie à Breil était viable. Mais on ne trouve pas de repreneur, donc... Et je comprends tout à fait que des commerçants, à un moment donné, parce qu'ils ont travaillé pendant 25 ans, ils aient envie. Je comprends tout à fait cette démarche-là, et je ne leur fais pas porter la responsabilité. Mais c'est compliqué, on a nous aussi cherché de notre côté, et on n'a pas trouvé. Et c'est bien dommage. Bon. Est-ce que pour autant il n'y a plus de commerce à Breil ? Non. Non, bien sûr. Et puis en plus, une vie de village, ça ne se réduit pas qu'aux commerces qui disparaissent. Ça se voit de manière un petit peu plus générale, et j'en ai expliqué les déplacements des commerces pour des raisons de chalandage. Certains commerces préfèrent aller auprès d'un commerce qui attire de la clientèle plutôt que de se retrouver isolé dans le village. Alors c'est vrai que c'est un petit peu regrettable. Bon, je ne désespère pas, mais c'est très très compliqué. Honnêtement, j'ai pas de solution. Non, bien sûr. Honnêtement, je pense pas qu'il y en ait. On peut toujours envisager d'acheter des locaux, mais une fois qu'on a les locaux, il faut trouver les repreneurs. Donc je pense qu'il faudrait plutôt faire la démarche inverse, trouver les repreneurs, et après, voir un tout petit peu par rapport aux locaux. Bon, ne désespérons pas. À Breil, on peut toujours manger de la viande, il y a toujours du pain, il y a d'abord une boulangerie qui a été reprise. Donc vous voyez que tout est beaucoup plus compliqué. Et alors effectivement, les gens qui habitent au village, qui avaient ces habitudes-là, il y a encore 700-800 personnes qui habitent dans le centre-bourg. Au passage, il y a plus de gens qui habitent en dehors du village que dans le village, mais ces gens-là qui habitent sur place, effectivement, ils n'ont plus leur commerce habituel. Donc ils ont l'impression que le village, il est abandonné, le village se vide. Ce n'est pas tout à fait le cas, mais cette sensation-là, elle mettra du temps à disparaître. Très bien. J'aimerais aussi qu'on aborde rapidement le sujet des trains. Il y a aussi une vraie inquiétude au niveau des trains. Alors je sais bien, c'est pas que dans votre... mais j'aimerais bien qu'on en parle. Est-ce que vous avez des infos au sujet des trains ? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les habitants n'ont pas le même message. Donc moi, je voudrais juste qu'on rétablisse tout simplement la réalité du terrain. On en est où aussi au niveau des trains aujourd'hui ? Parce qu'aujourd'hui, il y a une vraie inquiétude et honnêtement, on peut se le dire, il y a beaucoup de gens aujourd'hui quand même qui habitent à Breil, dans la vallée de la Roya, et qui prennent le train pour aller travailler à Nice, par exemple. Aujourd'hui, vous le savez très bien, et je pense que vous avez des meilleurs chiffres que moi, aujourd'hui, sur les dernières années, on a perdu des habitants sur Breil-sur-Roya. Est-ce que vous pouvez me le confirmer oui. Mais effectivement, on a perdu des habitants. La démographie est un petit peu faiblie, mais c'est plus parce qu'on a supprimé des trains entre Breil et Ventimille. Non, mais bien sûr. Que la liaison Breil-Nice. Parce que la liaison Breil-Nice, elle est maintenue. Il y a 11 trains aller-retour. D'accord. Je trouve que c'est pas mal. Donc il n'y a pas de risque pour l'avenir. Vous n'avez pas entendu... Sur la liaison Breil-Sospel-Nice, il n'y a pas de risque, sauf que la SNCF envisage de gros travaux dans le tunnel du col de Braus. D'accord. Entre Sospel et l'Escarène. Et là, on a des inquiétudes parce que la durée de fermeture risque d'être longue. On parle en années, 1 an, voire 2 ans. Mais on n'en sait pas plus. D'accord. Il ne faut pas croire qu'on communique tant que ça avec les maires. Les mauvaises nouvelles, on ne nous les annonce pas. On nous annonce très bien. Les bonnes. Non, mais c'est pour ça. Voilà, je sais. Alors, la difficulté, elle est sur la liaison, je dirais, Cuneo, Tarbes, Breil, Ventimille. Là, oui. À une époque, il y avait, en 2012, 12 allers-retours. Eh bien, des gens ils sont venus s'installer à Breil. Et souvent des jeunes actifs, parce qu'ils trouvaient leur compte. Ils trouvaient leur compte au niveau foncier, ils achetaient des maisons, des villas, à des coûts beaucoup moins élevés que sur le littoral. Et en même temps, ils pouvaient se déplacer à leur travail. Et en particulier à Monaco, qui est le gros bassin d'emploi. À Monaco, Monaco envisage de créer à peu près 1000 emplois par an pendant 10 ans. Donc il y a un potentiel énorme. Sauf que il n'y a plus les trains, il n'y en a plus que 2 aller-retour.
Et ces 2 trains, en plus, sur des horaires complètement décalés, ce qui fait que les gens ne peuvent plus utiliser ce moyen de transport moderne. C'est le moyen de transport qui, à mon avis, a le plus d'avenir parmi tous les moyens de transport. Et donc, effectivement, il y a des gens, des actifs, des jeunes actifs qui sont partis. Et quand il y a des jeunes actifs, il y a des enfants qui partent. Et donc, effectivement, la situation, elle devient difficile, voire très difficile. Et nous avons des inquiétudes. Mais les inquiétudes, elles sont partagées par la population, par les élus. Mais là, on a lancé, je ne sais pas si vous avez regardé sur ma page Facebook, M. Braun, j'ai demandé à Michel de me faire une synthèse de la situation. On l'a mise en ligne sur ma page Facebook, elle y est toujours. On en est à 53 000 personnes qui ont été touchées par cette problématique-là. D'accord. Et plus de 700 partages. Donc, c'est une problématique qui est locale, qui est régionale et qui est nationale. Et nous, effectivement, quand je dis nous, les élus, et toutes les élus de la vallée de la Roya, là je peux très bien parler en leur nom. Bien sûr. Nous demandons à ce que l'effort qui a été fait par l'Italie, parce que l'Italie elle a investi 30 millions d'euros il y a 2 ans, 20 millions sur la partie française, 10 millions, 9 millions sur la partie italienne. En réalité c'est 29 millions. Nous, on attend toujours les 15 millions du contrat plan État-région. Pour l'instant, ils ne sont pas débloqués. On ne voit rien venir. Et c'est là qu'on a des inquiétudes, de grandes inquiétudes. Au point d'ailleurs qu'entre Breil et Tarbes, dans ma connaissance, ils ont supprimé il y avait 4 trains aller-retour. Ils en ont supprimé un. Ils l'ont remplacé par des cars. Et je crois que la SNCF, dans ce cas-là, mais pas que la SNCF, donc l'État, parce que pour moi, la SNCF, c'est l'État, mais aussi la région, la région sud PACA, eh bien, elle a sa responsabilité. Et c'est pour cela que nous avons adressé un courrier à M. Tabarot, qui est le vice-président de la région. On a une conseillère régionale, elle en pense quoi? On a aussi une conseillère régionale, effectivement. On lui demande d'intervenir. Après tout, c'est son boulot, c'est son travail, c'est son job, comme on dit. Mais on s'adresse aussi peut-être aux responsables régionaux pour qu'ils nous donnent des assurances que nous n'avons toujours pas. Et nous savons qu'il y a une commission intergouvernementale qui doit se réunir à Rome prochainement, peut-être aujourd'hui d'ailleurs. La date, on ne nous l'a pas communiquée, parce que, comme je le dis, on ne nous communique pas. Pourquoi ? Parce qu'ils nous communiquent des mauvaises nouvelles. Ils savent que nous, on réagit, on mobilise aux mauvaises nouvelles. On mobilise aussi dans d'autres cas de figure, on anticipe, on essaye d'anticiper, mais il y a des années qu'on se bat. Et moi, je sens déjà, même parmi des collègues maires, une certaine forme de lassitude que nous n'avons pas encore, mais qui peut nous gagner. Ça, personne n'est à l'abri de ce genre d'état. Donc, il faut se battre, et c'est ce que nous faisons. D'accord, très bien. Merci Monsieur le maire d'avoir répondu. Alors le temps passe très vite, il y aurait tellement de questions à vous poser, mais on va à l'essentiel. Alors justement, on va parler un petit peu des élections l'année prochaine. Donc j'ai bien entendu, donc vous allez vous représenter l'année prochaine. Est-ce que vous pouvez un petit peu divulguer ou pas, c'est votre choix, un petit peu ce nouveau programme, cette nouvelle équipe que vous allez mettre en place. Quelles sont vos priorités si vous êtes élu l'année prochaine ? Alors, le programme, il n'est pas encore fait. De manière, un programme, c'est pas le maire sortant qui va le faire, c'est le programme d'une équipe, d'une nouvelle équipe, avec les anciens et des nouveaux. Ça, c'est la vie qui se mettra en place. Moi, j'ai quelques idées, effectivement, mais les idées principales, elles porteraient sur la poursuite du développement de notre commune, surtout au niveau touristique, et le train y participe. Mais pas que le train, la route. Vous ne l'avez pas évoqué, mais nous avons quand même au nord et au sud, c'est-à-dire au nord le tunnel de Tarbes et au sud le tunnel des Rolles, qui nous posent de gros problèmes et qui ont un impact économique, touristique, donc économique sur notre commune. Bon. Et justement, alors je m'excuse monsieur le maire de vous couper, c'est une question que je voulais vous poser, mais vu le manque de temps qu'on a, mais on va quand même très rapidement l'aborder. Est-ce que vous avez des infos au sujet de ce tunnel des Rolles qui pose vraiment problème, comme vous le dites ? Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas réellement d'infos. Aujourd'hui, on nous a dit, dans quelques mois, déjà depuis quelques mois, on nous dit, ça y est, vous inquiétez pas, les travaux s'arrêtent, tout va bien. Aujourd'hui, on arrive mi-mai, et aujourd'hui, on n'a toujours pas d'infos. Et l'inquiétude des gens aussi, c'est de dire, mais ça va durer encore 1 an, 2 ans, 3 ans. Est-ce que vous avez des infos sur ce tunnel des Rolles ? Alors, sur le tunnel des Rolles, la dernière information que j'ai, mais les sujets à caution, parce que là aussi, l'État italien, au travers de l'ANAS, qui est en gros la structure gouvernementale en charge des routes, ne communique pas.
Pas plus à nous qu'au maire italien d'ailleurs, au maire d'Airol. Donc vous n'avez pas d'informations de leur part? La seule information que j'ai, je l'ai grâce aux journaux italiens. D'accord. Les journaux italiens qui, eux, vraiment communiquent beaucoup plus que nos journaux locaux, faut le dire. Et les journaux italiens, aux dernières nouvelles, le tunnel d'Airol, il serait ouvert dans les deux sens à la circulation au mois de septembre. Mais faut-il les croire? Parce qu'on nous avait déjà annoncé mars. Et quand on passe, et aujourd'hui je suis passé dans le tunnel, je suis allé aujourd'hui à l'inauguration des bornes électriques. Et au passage, je signale que les bornes électriques sont activées dès aujourd'hui dans la vallée de la Roya, et nous en avons 2 à Braille. Aujourd'hui, il y avait l'inauguration officielle à Menton. Alors bon, j'ai fait l'aller-retour avec Madame le maire de Saorge, et on ne voit pas grand monde qui travaille dans ce tunnel. Et on a l'impression que ce tunnel, ce n'est pas une priorité. Peut-être que pour la NAS, la priorité, c'est le pont de Gênes, quoi. Mais ça, c'est pas acceptable, parce qu'on ne sacrifie pas, bien, certes, un ouvrage conséquent, le pont de Gênes, c'est pas le tunnel des Rhônes, mais ça ne fait rien. Il faut qu'on doit mettre les moyens pour que cette route soit ouverte dans les deux sens, pour qu'on facilite les communications, pour qu'on facilite les échanges, pour qu'on facilite que les gens y viennent, les touristes, mais pas que, ou les gens qui travaillent, parce qu'il y a des gens qui travaillent à Monaco. Ils prennent la route, ils sont exaspérés. Ils ont 1000 raisons d'être exaspérés. 1000 raisons d'exaspérer. Et nous, on essaye, mais c'est très compliqué. Déjà, on voit pour nos problématiques en France sur la voie ferrée, vous imaginez, pour les problématiques de la route, en Italie. C'est très difficile. Donc, nous, on maintient une pression, même avec les maires italiens. Mais bon, après, les décisions, certaines se prennent à Rome, les autres se prennent à Paris. Il faudrait peut-être les décentraliser, quoi. Et que l'acte de décentralisation qu'on nous annonce, il permette justement de sortir d'une culture, je dirais, trop jacobine, une culture un peu plus girondine, où ce sont les élus locaux, dont les maires, mais pas que. Ils aient des pouvoirs de décision qui permettent justement d'améliorer la qualité de la vie des habitants. Très bien. Une dernière question. Une toute dernière question. Oui. Donc on a appris il y a quelques semaines que Jean-Pierre Béguéli va se représenter, qu'on a reçu dans nos studios. On a appris que Sébastien Olaran va monter une liste, il va se présenter. Vous en pensez quoi de tout ça? Écoutez, c'est le jeu de la démocratie, après tout. Que des gens de l'ambition, ok. Moi, j'ai l'ambition pour mon village. Alors eux, je ne sais pas si c'est une ambition personnelle ou pour le village. Je me pose la question. Concernant peut-être M. Béguéli, il est candidat, il avait été la dernière fois. Bon, M. Béguéli, il a un côté un peu schizophrénique, quoi, parce que M. Béguéli, je dis bien un côté, il n'est pas schizophrénique, j'espère qu'il ne m'apportera pas ombrage, mais il vote à 90 à 95% nos propositions, il ne propose pratiquement rien, ou pas grand-chose. Et puis là, par contre, lorsqu'il est hors du conseil municipal, j'ai écouté son interview, là, il attaque tout azimut. Alors, je ne sais pas où est le vrai M. Béguéli, mais cela étant, écoutez, qu'il candidate, qu'il fait une proposition avec une équipe, et puis c'est les Briois qui décideront. Quant à M. Olaran, bon, il devait se décider un peu plus tard, il s'est accéléré un petit peu, peut-être c'est parce que je me suis déclaré, moi aussi, il ne s'y attendait peut-être pas, c'est pareil. Il propose un projet, il propose des candidats, et puis on laissera les Briois, les Librasques et les Tindasques juges de cette situation. Mais ce qui est sûr, c'est que actuellement, je considère que, là j'en terminerai par rapport à mon bilan, c'est que notre travail, il permet aussi de s'adosser à d'autres collectivités comme la CARF. Et j'ai parlé au niveau de l'importance de la CARF au niveau de la maison Guidi et de la place Brancion, mais aussi au niveau du conseil départemental. Et là, je peux annoncer par exemple que le conseil départemental va créer un trottoir élargi entre le passage à niveau et la gare, ce qui reconfigure complètement le quartier, en tous les cas cette partie-là du quartier, parce qu'il avait déjà fait des travaux conséquents au niveau du passage à niveau, de la traversée pour aller au stade. Donc le conseil départemental va vous aider? C'est le conseil départemental qui finance en totalité, c'est une route départementale. Mais ça, c'était pas acquis. C'est une revendication que je mène depuis que... Non, mais je me permets de vous poser la question, parce qu'en entendant vos candidats, l'année prochaine,
disent que le conseil départemental ne veut pas vous aider. Mais si, il nous aide, le conseil départemental. C'est pour ça que je me permets de vous poser la question. Il nous aide. Il nous a aidés à la piscine, il nous aide. Là, il va nous aider. Il nous aide dans la voirie. On a eu 88 000 euros de participation. Là, on a sollicité l'aide du conseil départemental pour l'école. J'espère qu'il n'y aura pas des considérations de caractère électoraliste. Moi, je crois que ce qu'il faut privilégier, c'est l'intérêt général, ce n'est pas l'intérêt électoraliste. Maintenant que des candidats ils jouent la carte électoraliste, c'est à peu près logique. Moi, c'est pas ma manière de voir les choses. Moi, je vois l'intérêt général. L'intérêt général, c'est que de nouvelles écoles, une école très moderne, une école qui a une particularité, c'est qu'elle sera très économique au niveau énergétique, elle produira elle-même sa propre électricité, qu'on pourra vendre d'ailleurs. Donc il faut que le conseil départemental, et c'est le cas, puisque je viens de vous faire une annonce, il y en aura d'autres, que le conseil départemental continue à aider les communes qui ont besoin d'être aidées. Et purement pour que quoi ? Pour que les enfants aient meilleures conditions d'accueil, pour que les enseignants aient meilleures conditions de travail, pour que la vie dans les territoires, parce qu'on n'arrête pas de parler de la ruralité, justement, mettons-la en œuvre, la ruralité. Et le conseil départemental, il la met. Ça, on ne peut pas le lui reprocher. Il fait de la ruralité, il faut qu'il continue de la faire, hors les critères électoralistes, parce qu'on entend très bien cette petite musique, où avec moi vous aurez tout, avec l'autre vous n'aurez rien. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça, c'est très réducteur. Et en même temps, je trouve que ce n'est pas très honnête. Parce qu'il faut qu'on se batte pour la commune, on a le même objectif. Alors, allons-y. Très bien, merci d'avoir répondu, monsieur le maire. Une toute dernière question que je pose à tout le monde. Vous en pensez quoi de Radio Vallée ? Radio Vallée, j'en pense que c'est un outil qui est utile. Surtout qu'il fait vivre nos vallées en faisant participer tous les acteurs, que ce soit les élus, les assos ou même les particuliers, parce qu'il y a des particuliers qui ont des histoires à raconter, et qu'elle se perpétue, cette radio, qu'elle s'améliore, comme nous, comme tout un chacun, et qu'elle continue son travail, qui est un travail d'information, et qui est un travail indispensable dans nos sociétés où les réseaux sociaux ont tendance à prendre le pas au niveau de la parole, qu'elle soit publique ou privée, sur une radio où là on peut véritablement échanger. Très bien, merci d'avoir répondu, monsieur le maire, et sachez que j'ai à tout le monde est invité. On va faire les 10 ans de l'anniversaire de Radio Vallée. On va faire un très grand plateau. On peut l'annoncer, il y aura Chantal Goya, Nicoletta, il y aura plein de monde. En tout cas, voilà, j'espère de tout mon cœur que tous les élus seront là. Comme on dit, nous on est neutre, on n'est ni gauche, ni droite, ni centre. On est aussi, comme vous et comme tout le monde, pour la vallée, d'envoyer des ondes positives. Et surtout, on veut justement, comme Coluche nous disait, avancer le schmilblick. Voilà, tout simplement. Merci monsieur le maire, merci d'être venu en tout cas jusqu'à nous et d'avoir fait cette interview vérité. À très bientôt, merci. Prochain rendez-vous de l'invité de la semaine, bien entendu, et on partira du côté du village de Sospel cette fois-ci. Prochain rendez-vous, bien entendu, le 22 juin, ne le manquez pas, grand concert, Radio Vallée Côte d'Azur. C'est les 10 ans, on souffle les 10 bougies, donc ça va être que du bonheur. Je pense qu'il y aura beaucoup de monde. Donc voilà, n'hésitez pas à venir. On va faire, je pense, la fête. Il y en a bien besoin, des ondes positives, il en vaut. Et vive Radio Vallée, vive les vallées de la Roya, de la Bévéra et aussi de la Vésubie. Je vous dis à très bientôt. Gros bisous à vous tous. À bientôt.